Célia. Mesdames, Messieurs, je suis ravie de t'accueillir à nouveau ce soir pour cette conférence intitulée L'impact de la nutrition sur nos performances cognitives. Tu vas leur présenter, parce que moi je redescends en bas en conseil de quartier. Ma chère Célia, c'est toujours un plaisir de te retrouver chaque année pour cet échange édifiant. Permets-moi de te présenter en quelques mots avant de te laisser la parole. Tu es docteur en neurosciences, auto-entrepreneur et spécialiste de ces questions sur la psychologie et les sciences cognitives. En étant chargé d'enseignement à l'école de diététique et de nutrition humaine, tu cherches à sensibiliser sur l'importance d'une nutrition consciente, là où l'information du cerveau humain influe sur le régime alimentaire. Je l'ai dit tout bas tout à l'heure, je ne veux pas prendre mal nombreux, avec toutes les heures que je fais, je suis encore là, mais des fois, elle me donne des conseils quand on voit le sommet. Aujourd'hui, tu viens nous parler de cet impact évident de la nutrition sur notre propre performance cognitive, c'est-à-dire la capacité à prêter attention au monde qui nous entoure, à le percevoir et à le comprendre. Ainsi, tu vas nous faire savoir comment ces performances sont impactées par ce que nous mangeons. Cela nous permettra également de comprendre comment un bon régime alimentaire peut nous aider à éviter un certain déclin intellectuel. Ma chère Célia, je te remercie d'être venue ce soir dans notre mairie, qui est la Création, et de nous présenter ce sujet si passionnant. C'est toujours un plaisir réel de t'accueillir. Je vous souhaite à tous une très belle soirée. Vous allez être emballés par ce qu'elle va raconter, j'en suis certaine, je suis abonnée depuis longtemps maintenant. Elle est formidable, donc je te laisse la parole. Je vous laisse et je redescends au rez-de-chaussée sur une autre réunion, peut-être différente, mais bon, il faut assumer quand même. Voilà. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonsoir à tous et à toutes. Donc effectivement, je suis ravie d'être là ce soir. Donc le but est de vous présenter, vous m'entendez bien? D'accord, comme ça je ne prends pas le micro, c'est quand même plus sympa sans micro. Donc en fait, je vais vous présenter l'impact de la nutrition sur nos performances cognitives. Alors pourquoi ce choix? Parce qu'on parle beaucoup de la nutrition sur nos performances, enfin sur notre santé. L'impact de la nutrition sur les problèmes de santé, sur les problèmes métaboliques, cardiovasculaires, mais trop peu sur les performances cognitives. Or, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un cerveau finalement qui est en bonne santé, dont on prend soin, va bien fonctionner. C'est-à-dire qu'il va falloir lui donner le carburant nécessaire pour bien fonctionner. Autrement dit, si vous êtes une Ferrari, si vous avez une Ferrari mais que vous ne mettez pas d'essence, vous allez avoir une Ferrari, elle ne pourra pas du tout fonctionner, avancer et elle restera sur place. Le cerveau c'est pareil et vous c'est pareil. Donc allons-nous voir ce soir ensemble. D'abord, le but est de comprendre les liens entre la nutrition et nos performances cognitives. J'entends par performance cognitive la mémoire, donc la perception bien évidemment, comme vient de le dire Josiane, la mémoire, l'attention, mais aussi les prises de décision et le raisonnement. Évidemment, comprendre pour éviter le déclin cognitif, puisqu'on sait que lorsqu'il y a une mauvaise alimentation et qu'il y a une diminution en fait des performances cognitives, c'est lié, il y a un déclin cognitif qui est notamment normal avec l'âge, il ne faut pas se cacher, mais on peut retarder ce déclin cognitif et même retarder l'apparition de la maladie d'Alzheimer pour les personnes qui y seraient vulnérables. Évidemment, je vous donnerai quelques petits conseils, j'ai prévu des idées de repas, de recettes pour vous aider. Donc soyez indulgents pour mes recettes parce que ce sont mes propres photos de mes propres repas et voilà, que j'ai réellement réalisé. Donc je n'ai pas voulu prendre des photos de livres de cuisine. Mais bon, malheureusement, je ne suis absolument pas photographe culinaire, désolée. Et je ne suis pas la plus douée pour tout ce qui est communication et médias et support communication de ce style-là. Mais effectivement, aussi quelques conseils pour le repas de fête de fin d'année qui approche. Et voilà, c'était le petit bonus, effectivement. Donc, on va parler de tous les aliments qui peuvent impacter nos performances cognitives, nutriments, je devrais dire. Et aussi, je finirai après les recettes, aussi par l'impact du café sur les performances cognitives. Donc, avant de commencer, ce que je vous propose, c'est qu'à la fin de la conférence, il y ait un temps d'échange et je puisse répondre évidemment à vos questions sans souci. Je répondrai à toutes vos questions, quitte à ce qu'on se passe hors la salle pour leur libérer rapidement si besoin est. Donc, les oméga 3. Je pense que vous avez tous entendu parler des oméga 3. Acides gras polyinsaturés, ils sont indispensables pour la santé du cerveau. C'est un des constituants nécessaires à nos membranes cellulaires, donc toutes les membranes cellulaires de toutes les cellules de notre organisme. Or, nos neurones, ce sont les cellules
de notre cerveau. Et ces oméga 3 sont apportables seulement par l'alimentation. C'est-à-dire que si vous ne mangez pas d'aliments riches en oméga 3, vous allez avoir un déficit d'oméga 3. Et malheureusement, même dans nos pays occidentaux, on est plutôt en déficit d'oméga 3. Donc effectivement, ça pose problème. Donc il y a des aliments à privilégier. Alors certains aliments on les connaît, d'autres moins, mais je vais vous expliquer tous les résultats que l'on a pu trouver. D'abord, impliqué dans le développement cérébral. Il y a une période charnière, c'est la période finalement du développement du fœtus, qui fait qu'il est très gourmand en oméga 3, et c'est grâce à ces oméga 3 que le cerveau va se développer correctement. Ce qui signifie quoi? Qu'une mère qui finalement est en carence d'oméga 3 pendant, sa gestation, pendant qu'elle est qu'elle est enceinte finalement, le risque pour le petit, c'est de naître avec un déclin cognitif, avec un retard mental. Alors on ne va pas le voir à la naissance, mais on va le voir à l'âge un peu plus vers la primaire peut-être, et ou alors avec une baisse de l'acuité visuelle. Donc ça c'est important. Ça va être aussi le fait que ces fameux oméga 3 sont importants pour quoi? La neurogénèse, la synaptogénèse et la synthèse des neurotransmetteurs. La neurogénèse c'est quoi? C'est la croissance de nouveaux neurones, c'est la naissance de nouveaux neurones. Donc, ce qui veut dire manque d'oméga 3, problème dans les oméga 3, il y a une diminution de cette neurogénèse. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'à tout âge, il y a de la neurogénèse possible. Il y a quelques années, on pensait qu'à partir d'un certain âge, il n'y avait plus de croissance neuronale possible, on ne faisait que perdre les neurones. Aujourd'hui, on sait que c'est faux, et on sait qu'on a une neurogénèse qui se poursuit dans le temps, même jusqu'à la mort finalement, et ça se passe au niveau de l'hippocampe. Et l'hippocampe, c'est quoi? C'est la région cérébrale qui est impliquée dans la mémoire, votre mémoire notamment à long terme. Celle qui vous permet, ce soir, si vous posez la question, de me raconter vos dernières vacances, vos derniers week-ends, vos dernières sorties au restaurant. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc en apportant l'oméga 3, on permet à cette neurogénèse de se faire. La synaptogénèse est tout aussi importante pour la bonne et simple raison que c'est le fait qu'il y ait en fait la liaison entre deux neurones. Vous savez, pour que le cerveau fonctionne correctement, il faut que l'influx nerveux, finalement, cet influx électrique passe d'un neurone à un autre pour que une transmission du signal. Ça s'appelle la synaptogénèse. Et sans cette synaptogénèse, ça ne peut pas se faire. Donc les oméga 3 vont être aussi bénéfiques pour ça. Quant à la synthèse des neurotransmetteurs, c'est quoi? Les neurotransmetteurs, ce sont vos hormones du cerveau. On va avoir la dopamine, la acétylcholine, la sérotonine, etc., qui finalement ont tous une action, notamment par exemple la dopamine dans la motivation à faire quelque chose, dans la vigilance, dans l'attention. Pareil pour la noradrénaline. La sérotonine, c'est l'humeur, mais pas que, mais aussi comportement alimentaire. Et aussi, quand on en manque, il y a une sorte évidemment de dépression. Il ne faut pas oublier que lorsqu'on prend effectivement des antidépresseurs, c'est pour rebooster son taux de sérotonine. Donc vos oméga 3, ils sont en rôle là-dedans. Ce qui veut dire que si on en consomme, la neurogénèse, croissance neuronale se passera bien, la connexion entre deux neurones se passera bien, et la synthèse des neurotransmetteurs se passera bien. Donc votre cerveau sera à l'équilibre. Comme on dit au centre de gestion du stress, où je suis, où j'interviens aussi pour tout ce qui est stress, la puissance de l'équilibre, et c'est important, ça sera l'homéostase. Donc évidemment, ce qui va se passer une carence, je vous l'ai dit, ça va causer des problèmes au niveau du développement du cerveau, des conséquences sur la neurotransmission de la dopamine, de l'acétylcholine et de la sérotonine. Donc forcément, dopamine, je viens de vous en parler, motivation, attention, vigilance notamment. La noradrénaline, elle dit aussi la vivacité, c'est attention, vigilance. La sérotonine, je viens d'en parler, c'était finalement la dépression, le sommeil aussi, on y reviendra. Et l'acétylcholine, c'est un neurotransmetteur important qu'on trouve beaucoup effectivement au niveau de l'hippocampe et qui est impliqué dans la mémoire. C'est d'ailleurs un des neurotransmetteurs qui diminue avec l'âge et qui diminue d'autant plus chez les personnes atteintes d'un maladie d'Alzheimer. Donc tout est bénéfique pour consommer effectivement des oméga 3. Évidemment, ce qui va se passer, c'est que en 40, diminution d'apprentissage chez les nouveau-nés, augmentation du déclin cognitif. Il y a vraiment des études pour montrer qu'une carence en oméga 3 montrait une augmentation du déclin cognitif, une diminution des performances. Et la bonne nouvelle, c'est qu'avec la consommation des oméga 3, on pourrait aussi lutter finalement contre le décrochage scolaire. Alors je ne sais pas si vous connaissez les tests PISA. Oui, ça vous dit quelque chose. On n'est jamais très bon au classement généralement, malheureusement. Finalement, ils se sont rendus compte que les étudiants de 15 ans, les jeunes âgés de l'âge scolaire, il y avait une corrélation entre la consommation d'oméga 3 et les scores au test PISA. Plus ils consommaient d'oméga 3, plus les scores étaient importants, c'est-à-dire meilleure était leur performance. Donc,
pourquoi pas, s'il y avait parmi vous peut-être des personnes qui ont des contacts avec la caisse des écoles, effectivement, pourquoi pas essayer dans l'alimentation des cantines scolaires, justement, donner des aliments un peu plus riches en oméga 3 qui pourraient lutter contre les décrochages scolaires. En tous les cas, ça ne pourrait pas faire de mal, j'allais dire, aux jeunes enfants. Donc ça, c'est un point important, éviter le déclin cognitif, et à tout âge, on le voit. C'est-à-dire que c'est de la naissance, ou même avant la naissance, finalement, jusqu'à la mort. Donc, évidemment, l'apport en oméga 3, plus le risque, plus il diminue, plus on a un risque de développer la maladie d'Alzheimer et de développer une démence. Et il a été montré dans certaines études qu'une consommation hebdomadaire de poisson à peu près de 500 grammes diminuait de 36% le risque de développer effectivement la maladie d'Alzheimer. Et encore là, c'est 36%, je suis allée dans certaines études jusqu'à plus de 60%. Et effectivement, quand on augmente d'une portion par semaine de 100 grammes, effectivement, il y aurait encore 11% de diminution. Donc vous voyez bien l'impact que ça peut avoir. Attention toutefois, avec la consommation de poissons, je préfère vous le dire, c'est qu'il peut y avoir un problème aujourd'hui avec certains poissons qui sont contaminés, les gros poissons. Donc voilà, ça peut être le souci, mais quand même c'est bénéfique. Mais c'est à l'équilibre et il faut vraiment faire attention puisque c'est une question d'équilibre. Et je pense que certains des étudiants que j'ai la chance de former dans la salle vous le direz et pourrez répondre sur l'importance de cet équilibre effectivement dans l'alimentation. Alors finalement, c'est bien beau de vous dire où on en trouve des oméga, enfin, je parlais d'oméga 3, mais on en trouve. Je vous ai mis quelques petites photos. Alors évidemment, c'est pas exhaustif. Je me suis servi, je rassure tout le monde, pour les connaisseurs du SIQUAL à peu près pour essayer de répondre à cette question-là. Évidemment, vous ne les connaissez pas tous par cœur, le SIQUAL étant la Bible pour les diététiciens nutritionnistes, pour connaître vraiment qui fait référence, et on peut se référer à ce qui est dit dessus pour les teneurs justement en certaines notions. Donc évidemment, écoutez, c'est bientôt les fêtes, hein. Donc les huîtres, les crustacés, les œufs de poisson, le saumon, les sardines, on a évidemment tout ce qui est graines de lin et graines de chia, les œufs et évidemment l'huile de lin et les graines de lin ici, là c'est de l'huile et des graines de lin. Et donc pour la petite histoire, les œufs, si on veut encore plus augmenter son apport d'oméga 3, on peut consommer notamment des œufs qui sont estampillés bleu blanc cœur. Alors non pas de vous faire la publicité de bleu blanc cœur, mais effectivement pourquoi? Parce que les poules, effectivement chez bleu blanc cœur, en fait, il y a un cahier des charges très important et les poules sont nourries effectivement en graines de lin, donc ce qui veut dire apport en oméga 3. Cet apport en oméga 3 du coup passe la poule. Quand les œufs, évidemment la poule pond, ces œufs sont plus riches en oméga 3 que les œufs. Donc ça peut être une solution pour encore plus apporter des oméga 3 dans son alimentation. Les antioxydants, alors là vous en reconnaissez certains, hein, finalement, les feuilles rouges, etc. On va en parler. Alors là, j'ai décidé de faire les antioxydants polyphénols. Et après, en fait, on parlera des vitamines, sachant qu'il y a certaines vitamines qui sont aussi antioxydants, bien évidemment. J'ai décidé de les séparer pour que ce soit un petit peu plus simple. Donc effectivement, ça permet de lutter contre le stress oxydatif. Le stress oxydatif, c'est finalement quelque chose qui va perturber vos cellules et qui va conduire à la mort cellulaire. Donc c'est pour tout l'organisme, mais notamment aussi pour les neurones. Donc ça va le protéger de ce stress-là. Ça va évidemment, il y a un lien entre consommation effectivement d'antioxydants, et je vais vous montrer l'étude qui a été réalisée sur la consommation de jus de myrtille. Donc consommation d'antioxydants et performance cognitive, et il y a une amélioration lorsqu'on consomme ces antioxydants, ces polyphénols, notamment de la mémoire, et ça va notamment protéger les neurones. Alors effectivement, petite étude sur la myrtille, hein, voilà, c'est un fruit que personnellement j'aime bien. Donc présence finalement, pourquoi est-ce que c'est un antioxydant la myrtille? Et il y a eu des études qui ont été menées dessus avec le resveratrol. Le resveratrol, voilà, c'est un antioxydant qui va avoir des effets sur la mémoire. Augmentation donc augmentation de la neurogénèse au niveau de l'hippocampe, je vous le disais, augmentation de la croissance neurale, création de nouveaux neurones au niveau de hippocampe, région cérébrale, impliquée dans la mémoire. De plus, diminution des fameuses plaques bêta-amyloïdes. Or, dans la maladie d'Alzheimer, on a une accumulation des plaques amyloïdes. Il faut savoir que cette formation de plaques amyloïdes est relativement normale. Sauf qu'au-delà d'un certain seuil, c'est la maladie d'Alzheimer. Et sinon, avec le déclin cognitif, probablement que chez tout le monde, on trouverait de la formation de plaques bêta-amyloïdes. Ça, c'est une importance capitale. Donc, voilà
l'étude. Alors, c'est un essai clinique qui a été réalisé seulement chez 9 adultes, donc c'est très petit, mais les résultats sont quand même prometteurs, sauf qu'ils sont fiables sans l'être, c'est-à-dire que, évidemment, il aurait fallu le faire chez beaucoup plus de personnes que ça pour avoir de meilleurs résultats. Mais ils ont donné effectivement pendant 12 semaines un jus de myrtille et ils se sont rendus compte que les personnes qui avaient pendant 12 semaines consommé le jus de myrtille avaient des performances au test de mémoire, rappel libre et rappel indicé meilleures. Alors rappel libre c'est quoi? Je vous donne une liste de mots et je vous demande tout de suite de me la rappeler. Rappel indicé, je vous donne cette liste de mots, mais je vous dis ensuite, redonnez-moi les poissons, redonnez-moi les animaux, etc. Donc je vous donne un indice pour retrouver l'information. Et dans les deux cas, les personnes qui avaient consommé du jus de myrtille pendant 12 semaines, au bout de 12 semaines, suite à cette consommation, par rapport à leur performance de départ, elles retenaient plus de mots, donc de meilleures performances physiques. Donc on en trouve où? Notamment, je viens de le dire, les myrtilles, mais aussi le cacao, les fèves de cacao, le thé vert, les pommes, la grenade. Personnellement, j'adore la grenade en plus cette saison. Voilà, n'est-ce pas? Parce que pour moi la grenade c'est salé sucré, donc je la mets partout. Les fruits rouges, donc pas que les myrtilles, mais les fruits rouges, et les artichauts notamment, et les baies de goji. Et j'ai certainement bien évidemment en oublié, mais je ne peux pas être exhaustive parce que ça serait trop compliqué. Et le wasabi. Je viens de trouver une étude récente qui date de 2023. Voilà, qui est, pourquoi? Parce que le wasabi, effectivement, moutarde, j'allais dire japonaise, on peut qualifier ça de moutarde, a un composé qui s'appelle le 6-MSITC, d'uranie, et c'est ce composé-là qui serait antioxydant. Donc ils se sont rendus compte que c'est antioxydant, anti-inflammatoire, et pendant 12 semaines, ils ont fait prendre à des individus, 72 individus âgés de plus de 60 ans, versus un placebo, donc wasabi versus non wasabi versus un placebo, quelque chose qui n'avait donc un autre produit sans le 6-MSITC. C'est ça un placebo, c'est-à-dire qu'on a donné quelque chose pour que les gens pensent consommer le produit, sauf qu'on n'a pas mis le produit à tout dedans. Ils se sont rendus compte qu'au bout de 12 semaines, il y a de l'augmentation des performances, à la fois de la mémoire de travail et de la mémoire épisodique. Votre mémoire de travail, c'est quoi? C'est celle qui vous permet actuellement de m'écouter, de comprendre ce que je suis en train de vous raconter, éventuellement de prendre des notes. C'est celle qui vous permet de réaliser un calcul mental. Quand vous faites par exemple, il y a eu le Black Friday il y a peu de temps, et vous calculez le pourcentage de réduction que vous allez avoir sur le produit. C'est celle qui vous permet effectivement d'avoir un discours cohérent. La mémoire épisodique, c'est votre mémoire plus à long terme, c'est celle qui va vous permettre de me raconter vos dernières vacances, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vos dernières sorties au cinéma, etc. C'est la mémoire épisodique. Donc, alors, les vitamines. Alors, on commence par la vitamine C, qui est effectivement une vitamine antioxydante. Donc, on la trouve directement dans les kiwis, dans les poivrons, notamment dans les agrumes, mais pas que, bien évidemment. Effectivement, elle intervient dans la synthèse des catécholamines. Alors, les catécholamines, c'est quoi? C'est une sorte de neurotransmetteur. C'est-à-dire que dans les catécholamines, vous avez la dopamine, la noradrénaline et l'adrénaline, qui sont des neurotransmetteurs. C'est la famille des catécholamines. Or, ces catécholamines sont indispensables pour la motivation, pour la vigilance, pour l'attention. Et la vitamine C est indispensable pour la synthèse de ces neurotransmetteurs. On va voir comment se synthétise un neurotransmetteur tout à l'heure, parce que je vais vous parler d'acides aminés, parce que la synthèse des neurotransmetteurs se fait à partir d'acides aminés. Les acides aminés, on verra, ce sont quoi? Des constituants des protéines. Mais sans cette vitamine C, il n'y a pas de synthèse. Ce qui veut dire que si on manque de vitamine C, qu'on n'apporte pas effectivement assez de vitamine C, la synthèse ne pourra pas avoir lieu. Donc on sera en déficit de dopamine, de noradrénaline et d'adrénaline, ce qui va causer des problèmes d'attention, de mémoire et de vigilance, puisque notamment ces neurotransmetteurs sont impliqués dans l'attention, la mémoire et la vigilance. Vitamine A, bien connue aussi. Alors, j'ai mis les autres noms sur lesquels on peut le retrouver ou qui fait finalement référence à la vitamine A. C'est les aliments riches en bêta-carotène, lutéine ou acide rétinoïque, antioxydants, développement du système nerveux, impliqué aussi dans la plasticité synaptique, c'est-à-dire le fait que votre cerveau soit plastique et puisse se réadapter si besoin était. On sait tous qu'on a une plasticité cérébrale qui nous permet effectivement, quand il y a un problème quelque part, que d'autres régions du cerveau prennent le relais. Il y a moins de connexions neuronales qui meurent, ça arrive parce qu'elles n'ont pas été utilisées.
de nouvelles se mettre en place, etc. C'est ce qu'on appelle la plasticité synaptique, et c'est ce qui explique notamment que chez les non-voyants, ils arrivent finalement à, parfois on dit ils entendent mieux. En fait, c'est pas qu'ils entendent mieux, c'est tout simplement leur cortex occipital qui ne peut plus être utilisé. Le cortex occipital, c'est là, c'est le cortex qui traite des informations visuelles. Mais eux, s'ils n'y voient plus, ils ne peuvent plus traiter ces informations visuelles, il n'y en a pas à traiter. Or, le cerveau, il déteste le vide, il déteste ne rien faire. Donc, et parce que pour le coup, il n'est pas feignant sur ce point-là, il va faire quoi? Il va en fait utiliser ce cortex occipital pour traiter aussi les sons. Ce qui veut dire que les personnes non-voyantes vont avoir à la fois le cortex auditif qui, comme chez nous, va traiter les sons, mais par exemple vont avoir aussi le cortex occipital qui vont les traiter. Donc, le fait de la plasticité synaptique, c'est important. L'apprentissage et le fonctionnement de la mémoire, c'est important aussi, puisqu'on sait que les personnes qui manquent de vitamine A en déficit ont des problèmes mnésiques, ont des problèmes d'apprentissage, et ça se voit notamment chez les personnes âgées qui malheureusement soit en consomment moins de vitamine A, pas assez, soit tout simplement ont des problèmes d'absorption de la vitamine A. Donc malgré une bonne consommation, il se pourrait qu'il y ait un problème de malabsorption qui fait que finalement ça ne leur sert à rien. Il faudrait peut-être donc justement que le médecin trouve une solution pour remédier à ce problème. Évidemment, les capacités cognitives, donc ça c'est important, sont directement corrélées au taux sanguin, parce que c'est bien beau de dire qu'il y a une corrélation entre la consommation de certains aliments riches en vitamine A, etc., la consommation de vitamine A et effectivement les performances cognitives. Mais si je vous posez la question, est-ce que vous consommez des aliments riches en vitamine A, quand je vais vous les montrer, vous allez me dire oui, effectivement, on consomme, etc. Mais quelle est votre consommation? Le problème, c'est pas de savoir si on en consomme, mais est-ce que la consommation est suffisante ou pas? Et on ne sait pas toujours parce qu'il y a des aliments qui sont plus ou moins riches en vitamine A, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas tous le même taux de vitamine A dedans, et ils ont fait des mesures avec des taux sanguins, donc des prises de sang. Donc une prise de sang ne ment pas, c'est un paramètre constant qui est objectif, mesurable. Ils se sont rendus compte que justement, plus le taux était important dans le sang, plus finalement les capacités cognitives étaient augmentées, étaient meilleures. Meilleure capacité cognitive. Donc vraiment une corrélation entre les deux. Alors la carence évidemment est délétère sur l'hippocampe. Et bien forcément, comme c'est sur l'hippocampe, c'est la région qui est impliquée dans la mémoire, c'est votre principale région qui est impliquée dans la mémorisation, vous pensez bien que ça va avoir des conséquences effectivement sur la mémorisation, ça va avoir des conséquences sur la maladie d'Alzheimer. On sait qu'il y a un lien avec une carence en vitamine A sur l'impact sur la maladie d'Alzheimer et le fait d'entrer en maladie d'Alzheimer. Évidemment, augmentation en raison de plaques amyloïdes, carence en vitamine A, finalement va avoir l'impact de cette carence-là va finalement faire en sorte qu'il y ait une augmentation de plaques amyloïdes. Or, s'il y a une augmentation de plaques amyloïdes, souvenez-vous de ce que je vous ai dit, si on augmente trop le taux, ça passe évidemment en maladie d'Alzheimer. Et effectivement, il y a eu des études qui ont montré que le déclin cognitif était de moins importance chez les consommateurs. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont mesuré les performances cognitives chez les personnes. Il y a un test qui s'appelle MMSE. Ça permet de voir, c'est sur 30. Alors, c'est des questions qui peuvent vous paraître stupides, hein, c'est-à-dire que moi, quand je les fais passer à des personnes âgées, quand je travaillais effectivement sur les personnes âgées, c'était du style plier une feuille en deux et jeter-la par terre. Voilà, ça peut paraître bizarre quand on sait le faire, effectivement, mais les personnes qui vont avoir des problèmes ne pourront pas savoir le faire. Compter un robot, des choses qui paraissent très simples, mais effectivement, si on a un déficit cognitif ou si un problème, effectivement, on ne peut pas le faire. Et ils ont remarqué forcément, avec l'âge, à ce score-là, on diminue. Généralement, c'est entre 27 et 30. Bon, en dessous de 27, ça commence à poser des problèmes, mais c'est comme ça qu'on peut voir si on a Alzheimer ou pas. Enfin, c'est un des moyens de voir s'il y a une suspicion d'eux quand le score est trop bas. Parce ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont comparé justement des personnes qui consommaient de la vitamine A et ils ont fait les MMSE dans le temps, ils ont suivi longtemps dans le temps, ils se sont rendus compte que ceux qui perdaient le moins de poids par rapport aux autres, c'était ceux qui avaient une forte consommation d'aliments riches en vitamine A. Donc notamment on en trouve dans quoi? Eh bien, effectivement dans le foie, dans les carottes, dans les abricots, dans les tomates pour la lutéine, dans la patate douce, dans les choux, les blettes, alors pour ceux qui sont du sud comme moi, les tourtoblettes, effectivement, voilà, et puis aussi dans les épinards. Alors ça peut être vert, vous allez me dire, mais c'est pas orange. Ben, en fait, apparemment, c'est la chlorophylle qui masque justement le bêta-carotène, mais c'est riche aussi en bêta-carotène, et là, pourquoi pas la salade, parce qu'à ce moment, c'est la saison de la vache, donc tant qu'à faire, se faire plaisir, et effectivement, on consomme. La vitamine D, je pense que vous en avez tous entendu parler.
Effectivement, neuroprotecteurs, on en a entendu beaucoup parler, notamment pendant effectivement la période du Covid. Donc ça aide à lutter contre le déclin cognitif, là aussi, quand on consomme la vitamine D, des aliments riches en vitamine D, il va y avoir une amélioration de la mémoire et de l'apprentissage. Donc vous voyez, en fait, beaucoup de choses impactent nos performances cognitives, mémoire, apprentissage, etc. Et effectivement, ça va permettre la synthèse, accélération de la synthèse de l'acétylcholine. Eh bien, ça tombe bien, parce que l'acétylcholine, c'est le neurotransmetteur qui est impliqué dans la mémorisation et les apprentissages. Donc, qu'on soit jeune, et quand je dis jeune, qu'on soit en école primaire, qu'on soit au collège, au lycée, qu'on soit à la fac, qu'on soit encore étudiant ou qu'on soit des personnes âgées à la retraite, forcément, les apprentissages, on apprend tout au long de la vie. Une personne âgée qui va apprendre une nouvelle langue, qui va apprendre à jouer au bridge parce qu'elle s'ennuie chez elle, parce que maintenant elle est à la retraite, elle apprend de nouvelles choses. Les étudiants qui apprennent de nouveaux cours, de nouveaux modules, de nouvelles compétences, c'est pareil et ne parlons pas chez les jeunes. Donc ce qui va se passer, c'est que cette acétylcholine est bénéfique et nécessaire pour la mémorisation et les apprentissages. Sans acétylcholine, avec une diminution de l'acétylcholine, on va avoir une diminution des apprentissages, voire parfois même impossible. C'est d'ailleurs ce qui se passe chez les personnes atteintes d'Alzheimer qui ont une diminution du taux d'acétylcholine qui est trop faible, au point qu'il y a quelques années, il y a eu des études qui ont voulu donner, enfin ils ont essayé, des études cliniques qui ont été testées sur la nicotine. Alors pourquoi la nicotine? Parce que la nicotine, en fait, mime l'acétylcholine, c'est-à-dire que c'est des molécules finalement assez proches. D'ailleurs, elles se fixent sur les récepteurs acétylcholinergiques, donc les récepteurs à l'acétylcholine au niveau notamment du cerveau. Ils se sont dit, bingo, en donnant la nicotine, ça va augmenter les performances cognitives. Alors, les résultats ont été peu probants. Effectivement, on montre que la nicotine peut augmenter les performances, mais il n'y a pas eu assez de résultats impactants pour pouvoir dire on va donner la nicotine aux personnes atteintes d'Alzheimer pour que ça puisse pallier ce déficit d'acétylcholine. En tous les cas, à l'époque, on était resté là. Effectivement, bon, le risque de la nicotine, c'est de devenir dépendant. En fait, quand on fume, c'est le tabac qui est mauvais, qui peut donner un cancer, c'est pas la nicotine, mais la nicotine, c'est elle qui est dépendant. En même temps, j'allais vous dire, bon, c'est vrai, quand on a Alzheimer, peut-être que la personne aurait préféré être dépendante de la nicotine et ne plus avoir peur de mémoire, mais ça, c'est aux médecins et aux chercheurs de décider entre le risque et le bénéfice. Évidemment, biosynthèse de la sérotonine, impactant aussi pour tout ce qui est motivation, humeur, sommeil, etc. Donc, évidemment, ça a un rôle très très important et ça réduit effectivement les plaques, les dépôts de plaques amyloïdes. Donc là aussi, on a une réduction des plaques amyloïdes. Donc évidemment, diminution, association du taux de vitamine D réduit avec, il a été vraiment montré au niveau du sang, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a eu des taux sanguins qui ont été mesurés justement de vitamine D et voir les capacités cognitives. Et finalement, plus le taux de vitamine D était important, plus les capacités cognitives étaient importantes. Et c'est vrai que de nos jours, on est souvent sous vitamine D, parce qu'on en manque, parce que l'hiver, surtout quand on habite à Paris, il fait pas très beau, il fait plutôt, pas très lumineux, donc on est plutôt en manque de vitamine D, donc c'est quand même important à savoir. Attention toutefois, ne jamais dépasser, ne pas être en surdosage, parce qu'un surdosage aussi en vitamines, quel qu'elle soit, pourrait poser aussi problème. C'est contre-productif, c'est pas se dire soit je vais me gaver de, etc. Ça, notamment, on y viendra peut-être tout à l'heure en parlant de compléments alimentaires, ça peut être quand même un problème si on ne le fait pas en étant conseillé par un professionnel de santé. Donc effectivement, carence, c'est-à-dire que quand on est en carence, on a quand même plus de 20% de risque de développer la maladie d'Alzheimer. Et 20%, c'est quand même énorme. C'est-à-dire si on n'est pas en carence, finalement, il y a plus de là. Et il y a une supplémentation qui a été réalisée pendant 16 mois en vitamine D, qui a été administrée donc, à des patients de 62 ans à peu près, et il y a eu une amélioration des fonctions cognitives et notamment des fonctions exécutives. Donc les fonctions exécutives, c'est le fait de pouvoir finalement prendre une décision. C'est le fait aussi de ne pas conserver une stratégie quand elle n'est pas bonne. C'est-à-dire que parfois on peut avoir des stratégies, on se rend compte que c'est pas bon, vous rectifiez tous le tir et vous trouvez autre chose. C'est-à-dire que si là vous voulez sortir par la porte et qu'il n'y arrive pas, vous allez trouver notre solution plutôt que d'aller en frontal si la porte était plus serrée, qu'il fallait vous mettre du profil pour sortir. Quelqu'un qui a des problèmes dans les fonctions exécutives va peut-être justement persister dans ses erreurs. Donc fonction exécutive, ça vous permet effectivement tout ce qui est planification, tout ce qui va être de planifier un trajet, tout ce qui va être de planifier des vacances, d'organiser quelque chose, ce sont des fonctions cognitives. Donc là, effectivement, il y avait une amélioration, et il y a une amélioration même chez les personnes qui sont déjà atteintes de la maladie d'Alzheimer. Ça ne veut pas dire pour leur faire revenir leur mémoire,
Ça veut tout simplement dire qu'on évite que ça se poursuive et que ça empire. Entre guillemets, parce qu'évidemment, il n'y a pas que ça, et c'est bon, on ne peut pas non plus jouer, c'est sur attention, ce sont des corrélations. J'insiste bien, c'est des corrélations, ce qui veut dire, c'est ce qu'ils ont montré, mais ce qui ne veut pas dire que les personnes qui vont avoir un manque d'oméga 3, un manque de vitamine D, vont forcément développer la maladie d'Alzheimer, vont forcément avoir un retard matin, etc. Mais c'est ce qui a été montré. Donc, on en trouve où? Bah écoutez, voilà, dans les produits laitiers, dans les sardines, dans les œufs de poisson, ça c'est la bonne nouvelle, dans les œufs de poisson, les pâtes arrivent. Dans le saumon fumé, là c'est, vous savez, c'est des poches de cabillaud pour faire, moi il y a un produit que j'adore pour les habitants du 7e, voilà, Carama, totalement Patricia, ou alors vous avez Mavia, qui est plutôt vendu chez Petrocian, et en fait j'ai pu goûter une fois, et c'est super bon parce qu'en fait c'est comme du tarama, sauf que c'est que la poche comme ça, avec un peu de citron, donc en fait c'est beaucoup plus fort en goût, et c'est délicieux. Alors moi généralement du coup je le fais moi-même, mais j'essaie de le faire moi-même, c'est plutôt bon. Et dans les champignons... Ça s'appelle comment? Mavia, M-A-V-I-A-R. M-A-D-I. Non, V comme Véronique. V-I-A-R. Et en fait, c'est des œufs de cabillaud comme ça, la poche qui a été broyée avec un peu de citron roi, mais il n'y a pas la crème, il n'y a pas tout ce qu'on peut retrouver dans le tarama éventuellement, qui l'enrichit, donc c'est presque plus sain. Mais en achetant la poche comme ça, en faisant soi-même, en écrasant, ça marche très bien. Bon, c'est un peu moins bon que le leur, vous allez me dire heureusement, parce que voilà. Mais effectivement, c'est très bien. Et sinon, dans les champignons, donc les girolles, en ce moment, il y en a sur les marchés, si je ne me trompe pas, voilà. Les nourris et les sels. Donc voilà dans quoi on peut trouver. Alors là, effectivement, c'est pareil, il y a un vitamine D. Les sardines, tout à l'heure, je vous en ai parlé, on trouve des oméga 3. Donc, vous remarquez quoi? Qu'il y a des aliments où on retrouve des oméga 3, de la vitamine D, etc. Ça veut dire qu'ils sont mixtes, finalement, ils servent tout. Vous n'avez jamais un aliment qui va vous donner qu'un seul truc. C'est une synergie de choses qu'il y a dans l'aliment. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des taux différents. C'est-à-dire que le taux de vitamine D dans les sardines n'est certainement pas le même que dans les œufs de poisson, etc. Il faut jouer sur ça pour pouvoir avoir un bon apport. Donc là, soit on s'y connaît un petit peu, éventuellement, on va essayer de voir, comme je vous parlais tout à l'heure, du cycloal, soit effectivement, si on a un doute et qu'on ne sait pas si on consomme assez, on va voir un professionnel de santé, notamment les diététiciens nutritionnistes. Certains, effectivement, la chance d'avoir avec moi dans la salle, et parce que justement, pour me conseiller, pour ajuster la consommation, et dire, bah oui, mais là, vous consommez des oméga 3, de la vitamine D, de la vitamine A, mais peut-être qu'il n'y en a pas assez, donc peut-être qu'il faudrait consommer tel type d'aliment, parce que dans cet aliment, il y en a un peu plus. Vitamine E, excusez-moi, décidément. Toujours antioxydante, fonctionnement neurologique, là aussi il y a des corrélations avec les performances cognitives et la mémoire s'améliore avec l'augmentation des taux de vitamine E. À savoir que la vitamine E, généralement, elle diminue avec l'âge, parce que c'est un petit problème chez les personnes âgées, on a tendance aussi à leur donner de la vitamine E. Protection de la capacité cognitive, voilà, performance physique, c'est toujours pareil. Et là, on en retrouve, alors j'ai mis que quelques éléments, parce qu'effectivement, quand on cherche où il y a la vitamine E, pardon, il y a beaucoup d'huile, vous ne connaissez même pas le nom, je ne sais même pas si on les trouve. Donc là, en fait, j'ai essayé de faire un choix sur des produits que vous pouvez trouver, que vous pouvez surtout aimer, pour essayer de vous conseiller un petit peu, et non pas des choses que, voilà, que vous ne connaissez pas, et qui peut-être vous rebuteraient un petit peu. Donc l'avocat, les oléagineux, l'huile de germe de blé et l'huile d'olive. Hein? Alors, je ne sais pas, l'huile de pépin de raisin, les diététiciens, est-ce qu'il y a de la vitamine E ou pas? Non? Il y en a? Non, je veux savoir, est-ce que là sur la photo c'est des amandes, des noix de cajou, des... Ah, c'est une photo du truc pour faire oléagineux, quoi, c'est-à-dire qu'en fait, voilà. D'accord, pas les cacahuètes. Alors, vous aussi, Non. alors, c'est possible de donner dans les cacahuètes aussi, ça, mais c'est surtout amandes, noix de cajou, noix, etc. Alors, la vitamine B. Alors, en fait, je ne devrais pas dire la vitamine B, mais les vitamines B. Parce qu'on parle de groupe de vitamine B. Pourquoi? Parce que dedans, vous avez la B1, la B2, la B3, la B6, la B9 et la B12. Alors évidemment, vous n'allez pas être exhaustive et tous vous les faire, parce que sinon, on n'aurait pas fini la conférence. Moi, je veux bien, mais je pense que la mairie ne serait pas d'accord qu'on sorte à pas d'heure. Mais en fait, elles sont très importantes, ces vitamines B, pour tout, pour le développement cognitif, etc., parce qu'elles ont aussi une importance dans la synthèse des neurotransmetteurs. Donc là, je vais passer de ce côté-là, pas mal.
Vous voyez, je vous ai mis un tableau qui a l'air absolument illisible. En fait, il n'est pas du tout illisible. Vous avez là les vitamines, B1, B3, etc. Vous avez là les fonctions, c'est-à-dire en fait ce dont elles ont besoin, l'oxydation, ce qu'elles font. Et effectivement, là, vous avez les neurotransmetteurs, acétylcholine, sérotonine, dopamine, sérotonine, GABA, etc. Et là, les troubles cliniques lorsqu'on en manque. Ce qui signifie que, vous voyez, troubles mnésiques, vous manquez de B9, B12, la synthèse, neurosynthèse de dopamine, sérotonine, GABA, etc. va être diminuée, il va y avoir un problème. Donc, du coup, problème mnésique, etc., etc. Ce qui signifie quoi? Que lorsqu'on a manqué de certaines vitamines du groupe B, elles sont tellement importantes pour le développement du système nerveux et pour éviter les troubles cognitifs que, effectivement, on va avoir ce type de problème. C'est vos neurotransmetteurs qui sont impliqués dans vos performances cognitives, notamment, ne se synthétiseront pas non plus. Donc, sans vitamine C, pas de synthèse des catécholamines, dopamine, noradrénaline et adrénaline, mais sans les vitamines B, il va y avoir ce type de problème-là. Je vais vous montrer tout de suite en schéma comment ça intervient. Du coup, s'il en manque, pas de synthèse, s'il y a moins de synthèse, forcément vos performances vont diminuer. Hein, il faut savoir que ce qui se passe neurobiologiquement au niveau du cerveau va se répercuter sur le comportement et donc, lorsqu'il s'agit de cognition, sur vos performances cognitives. C'est vrai que je vous ai beaucoup parlé de mémoire, d'attention, effectivement, de choses comme ça, moins de prise de décision et de raisonnement, mais parce que c'est lié. C'est-à-dire que la prise de décision a été beaucoup plus dure à étudier, parce que c'est facile d'étudier la mémoire. La mémoire, on donne une liste de mots, on regarde finalement le nombre de mots retenus. L'attention, on regarde finalement si la personne appuie sur l'ordinateur plus rapidement qu'une autre. Pour une prise de décision, c'est toujours très compliqué parce qu'il y a un facteur humain, il y a le fait de se référer finalement à ses propres connaissances, donc c'est beaucoup plus compliqué de montrer. Mais comme ça fait partie des fonctions exécutives, etc., il y a des tests et on a montré effectivement que ça en découlait et que du coup, si on avait moins de mémoire, moins d'attention, etc., les prises de décision allaient être moindres. Et lorsqu'on travaille en entreprise, si on est moins attentif et moins concentré sur ce qu'on fait, on va faire de grosses bourdes. Et si on fait des grosses bourdes, le patron ne sera peut-être pas d'accord parce que les conséquences, effectivement, pourraient être impactantes. Alors, déjà, si on est infirmière ou médecin, ça peut causer problème parce qu'on a la vie entre les mains. Mais même si on travaille derrière son bureau dans une entreprise, je ne vous cache pas que si vous faites perdre des millions à votre patron parce que vous n'avez pas été attentif, pas concentré, ou que vous avez juste loupé l'enchaînement d'un programme, il peut se passer quelques petits soucis, je pense. Voilà, peut-être tu rigoles, mais tu vois de quoi je parle. Imagine, dans le travail que tu dois faire tous les jours, il y a un problème, tu fais quoi? Le patron ne serait pas d'accord. Donc c'est un petit peu ça que je voulais vous montrer, vous dire que finalement, en dehors de voir comment est-ce qu'ils sont synthétisés à partir d'acides aminés, il va se passer aussi qu'il faut qu'il y ait des cofacteurs pour que cette synthèse puisse se faire. Et sans ces cofacteurs, ça ne se fait pas. La vitamine B1 est particulièrement importante parce que chez les personnes qui sont notamment alcoolodépendantes et qui ont un syndrome de Wernicke, en fait, on s'est rendu compte que s'il y avait un manque de vitamine B1, ça pouvait être carrément létal. Toujours plus bordel. Donc vous voyez comment ça se passe? Mettons la sérotonine. Tryptophane, grâce à une enzyme, ça se transforme, ça se synthétise en sérotonine. Donc, tryptophane, grâce à l'enzyme tryptophane hydroxylase, 5-hydroxytryptophane, qui va se transformer, etc. Vous voyez en haut, vitamine C, vitamine B12. Ce qui veut dire que si vous ne les avez pas, cette enzyme ne fonctionne pas, et votre tryptophane, il reste à l'état de tryptophane. C'est-à-dire que le papillon, il ne devient pas papillon, il reste à l'état de chenille, il ne bouge pas. Et puis il meurt comme ça. Vous voyez l'importance de ces cofacteurs-là? Et là, évidemment, il y en a d'autres, magnésium, B2, effectivement, B6. Donc pour ça, je n'ai pas voulu vous faire tout le truc sur toutes les vitamines, parce que de toute façon, on ne sert à rien, mais pour vous expliquer qu'il faut consommer des vitamines du groupe B. Ben, finalement, on en trouve où, hein? Ben, voilà. On en trouve toujours dans les avocats, dans la viande, dans le poisson, dans les épinards, dans le saumon, dans les œufs, dans les oléagineux, dans les produits laitiers. Et dans les légumineuses. Légumineuses, lentilles, pois chiches, etc. Et tout à l'heure, on verra des petites recettes à base de, justement, pois chiches. Les fameux acides aminés. Acides aminés essentiels non essentiels, ce qui signifie que les acides aminés essentiels, c'est tout simplement ceux qu'on doit apporter par l'alimentation. Donc particulièrement, consommer des aliments riches dans ces acides aminés, dans son alimentation. Donc effectivement, l'importance de la consommation, c'est parce que ce sont les constituants des protéines. Et vos neurotransmetteurs sont des protéines.
Donc, si vous ne consommez pas des aliments qui sont riches dans les acides aminés pour synthétiser ces protéines, vous ne risquez pas de les synthétiser. Hein, c'est-à-dire, si vous ne mettez pas d'essence dans la voiture, si vous le disiez tout à l'heure, elle n'avancera pas. Ben là, c'est exactement pareil. Elle ne peut pas avancer puisqu'elle n'a pas de quoi faire. Même si vous prenez des médicaments, même si vous prenez, etc., tout ce que vous voulez des médicaments comme les antidépresseurs, pour permettre à la sérotonine d'avoir un effet plus long, bah forcément, s'il n'y a pas de tryptophane, il n'y a pas de synthèse. Donc, à un moment donné, ça ne va pas fonctionner. Donc, c'est le déséquilibre qui pose des problèmes de santé. Attention toutefois, effectivement, je vous ai dit que la dopamine, etc., la noradrénaline impliquée dans la vigilance, l'attention, l'acétylcholine dans la mémoire, il ne s'agit pas de trop booster ces neurotransmetteurs, parce qu'il faut que ce soit à l'équilibre, parce qu'un taux trop élevé en neurotransmetteurs est aussi néfaste. Dites-vous que les personnes qui sont atteintes de schizophrénie ont trop de dopamine, par exemple. Celles qui n'en ont peut-être pas assez, atteintes de Parkinson. Là, je prends deux exemples opposés au niveau des pathologies qu'on retrouve au niveau du cerveau, mais il faut faire attention à cela. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit à l'équilibre, et s'il y a un déséquilibre, c'est là où ça va être mauvais. Donc il faut consommer de tout, et en quantité finalement raisonnable, sans forcément, et faire attention suivant à comment on se sent. Parce qu'évidemment, quand on a une baisse de performance, une baisse d'attention, ou on est un petit peu énervé, on va avoir peut-être tendance à consommer des aliments plus riches en tyrosine. Enfin, moi, je sais que c'est mon cas et je le sens. Donc, j'essaie d'augmenter ces aliments-là. Et d'ailleurs, j'ai des envies d'aliments riches en tyrosine. Comme quoi, le corps est bien fait. Il faut croire. Donc là, je vous ai fait un petit tableau récapitulatif. Dopamine, noradrénaline, acétylcholine et sérotonine. La dopamine, comme la noradrénaline, deux acides aminés, tyrosine, phénylalanine. L'acétylcholine, c'est en particulier la choline, et la sérotonine, le tryptophane. Donc quoi? Motivation, attention, acuité intellectuelle, attention, concentration, mémorisation, etc. Donc vous voyez les conséquences d'une carence. Ce qui signifie que si vous êtes carencé en ces neurotransmetteurs-là, vous allez avoir ces carences-là, vous allez avoir ces problèmes-là qui vont se mettre en place. C'est-à-dire fatigue, sommeil, insomnie, trop de mémoire, etc., diminution de la mémoire, des apprentissages. Mais pour que ça se synthétise, en plus des cofacteurs que je vous ai présentés tout à l'heure, des vitamines B, de la vitamine C, etc., il va falloir quoi? Ces acides aminés qu'il faut apporter par l'alimentation. Donc, dans quoi on va les trouver, ces acides aminés? Et dans le milieu. Tyrosine, phénylalanine, j'ai un petit peu tout mélangé parce qu'il y en a qui sont communs. Donc en fait, voilà, sachant que la phénylalanine donne la tyrosine, je crois que c'est dans ce sens-là, dans la synthèse. Donc les œufs toujours, on a le canard, c'est bien, c'est bientôt les fêtes. On a la dinde, regardez comme elle est jolie ma petite dinde, c'est pas moi là qui l'ai faite, hein, celle-ci, hein, c'est la photo internet. On a de la viande, donc tout ce qui est volaille, viande, du cacao, du chocolat, évidemment. Attention, supérieur à 70%, voire 80%. Des produits laitiers, notamment, il y a des personnes qui ont, dans un bouquin que j'ai pu trouver, qui citaient effectivement de la ricotta et du cottage cheese, et des flocons d'avoine. Donc pourquoi pas faire vos pancakes du matin à base de flocons d'avoine et non pas à base de farine, ce qui pourrait être aussi intéressant comme apport pour un petit déjeuner ici, si je puis dire, comme cela, avec un apport en tyrosine et phénylalanine augmenté. Évidemment, la choline, c'est toujours les épinards, les pommes de terre, ça tombe bien, la dinde, elle arrive. Alors, la dinde aux pommes de terre, c'est pas mal non plus, ou le poulet du dimanche aux pommes de terre. Les bananes, toujours le là-haut, et toujours nos oléagineux. Alors là, j'ai mis la photo d'oléagineux comme ça, j'ai pas vraiment regardé, mais généralement, c'est les noix, les amandes, etc. C'est, voilà. Tryptophane. Alors là, c'est intéressant aussi, un tryptophane, les œufs, les produits laitiers, toujours notre cacao. Toujours notre chocolat noir. Finalement, le chocolat noir, c'est très bien. D'ailleurs, il y a des médecins qui préconisent la consommation d'un carré ou deux de chocolat noir vers 17h parce que c'est à ce moment-là que la synthèse de la sérotonine serait la plus optimale. Autant tout ce qui est dopamine, noradrénaline, adrénaline, c'est plutôt le matin avec la tyrosine. Ça serait plutôt un neurotransmetteur qui est optimal le matin. Autant la sérotonine, ça serait plutôt le soir. Bonne nouvelle, ça permet de mieux s'endormir puisque la sérotonine est une précurseur de la mélatonine, hormone du sommeil. Donc chocolat noir, tout ce qui est complet, produits complets, les pâtes, le riz, le pain complet, encore les oléagineux, le poisson, toujours notre petite volaille là-haut, poulet, etc.
Il paraît que la peau du poulet est très riche voilà, tu confirmes Samuel, est très riche en tryptophane. Bon, personnellement, je ne mangerai pas la peau du poulet grillé, j'aime pas ça. Mais si vraiment on en manque, c'est peut-être mieux que de consommer, je sais pas, un complément alimentaire, mais il paraît que c'est très riche. Et effectivement, toujours nos œufs. Ah, mais il ne faut pas oublier les minéraux, hein. Évidemment, le magnésium, d'accord, ça, alors il a un peu, voilà, je travaille sur Mac, donc de temps en temps, quand je passe au PC, ça bug un petit peu. Magnésium, donc augmentation des performances, stabilisation des connexions neuronales. On perd du magnésium quand on stresse parce qu'en fait, il fuit. Donc le mieux, c'est de rebooster, effectivement, et c'est important pour tout ce qui est performance. Là aussi, chocolat, noir, au-dessus de 70%. Toujours nos légumineuses, toujours nos élagineux, et là, ce sont des anchois. Le zinc, ça tombe bien, c'est bientôt les fêtes, les huîtres, pour ceux qui aiment ça, faites-vous plaisir, en plus c'est bon, il y a de tout dedans, toujours nos légumineuses, et le fer évidemment, le foie, le boudin, bon ça il faut vraiment aimer, mais voilà, à titre personnel, je préfère manquer de fer que de consommer du boudin, mais quand même, et effectivement, toujours nos lentilles ou nos pois chiches. Mais il y a des choses que je ne peux pas, voilà, j'avoue, même pour ma santé, je ne pourrais jamais. Alors, avant de passer aux recettes et aux repas de fête, c'est bon, on est dans les temps. Je vais vous parler du glucose. Ah, c'est vrai qu'on en entend parler du glucose. Alors, c'est à double tranchant. Les études sur le glucose, je vous mens pas, voilà ce qu'elles donnent. Super. C'est-à-dire qu'ils ont fait consommer à des personnes à jeun, donc déjà depuis 12 heures ou 2 heures. Donc 2 heures à jeun, c'est pas très grave. 12 heures à jeun, en fait, on a quand même très faim quand on se lève. Donc, c'est presque une nuit de sommeil, enfin plus qu'une nuit de sommeil, en fait. Hein, c'est effectivement, c'est quand même un gros jeûne, et donc généralement, on mange. Donc, ils ont fait consommer une solution de glucose. Et ils se sont rendus compte que chez les personnes qui avaient consommé cette solution de glucose, ils avaient retenu plus de mots que ceux qui n'en avaient pas consommé, quel que soit le moment où ils ont donné la solution de glucose. Avant l'apprentissage des mots, pendant l'apprentissage des mots, ou juste après avant la restitution. Alors c'est super, effectivement, bénéfice montré chez les personnes âgées en rappel libre. Rappel de mots, ils étaient meilleurs. Sauf que là, c'est la solution de glucose et que on sait que le sucre, le glucose, finalement, a des effets quand même néfastes sur la santé. Mais il y a quand même un lien qui a été montré entre consommation de produits sucrés raffinés, donc pas de glucose, de solution de glucose, parce que je mets au défi, qui que ce soit ici, de consommer certaines solutions de glucose. Généralement, bon, à part pour faire une expérience et faire plaisir aux chercheurs, je pense qu'il y a peu de gens qui vont aimer ça. Mais en revanche, tout ce qui est sucre raffiné, etc., c'est beaucoup plus évidemment réconfortant, on en a plus en plus. Sauf que cette consommation de sucre, ils se sont rendus compte que ce qui s'est passé, c'est que, en fait, ça avait des effets négatifs, et notamment, c'était une des causes, il y avait un lien de corrélation avec l'entraîne de la maladie d'Alzheimer, notamment chez les personnes qui sont les plus sensibles, parce qu'il y a des personnes qui sont vulnérables. Il y a un gène qu'on appelle l'apoprotéine, enfin l'APO4, j'arrive jamais à lire, et évidemment, les personnes qui ont ce gène-là sont vulnérables pour développer la maladie d'Alzheimer, et quand elles consomment des produits riches en sucre, notamment raffinés, donc pour le goûter, effectivement, il y a une vulnérabilité supplémentaire qui est liée au fait que ces personnes qui ont ce gène-là ont des problèmes en fait de métabolisme du glucose, qui expliquerait qu'elles ont plus tendance à faire peut-être du diabète, etc. C'est pas pour rien qu'actuellement, alors c'est pas revu toutes les études dessus, mais c'est pas pour rien qu'on appelle parfois aussi la maladie d'Alzheimer, le diabète de type 3. Mais on sait que le glucose, effectivement, il y a vraiment des liens qui font qu'il y a une diminution des performances cognitives, et ça a réellement été montré, pas le glucose, pardon, les produits riches en sucre raffiné et en graisse, donc notamment finalement. En revanche, ça serait plutôt à limiter, parce que baisse des performances cognitives, ça a été prouvé, et baisse de la diversification du microbiote, et quand on perd sa diversification microbienne, le microbiote, vous savez, c'est votre flore intestinale. Si vous avez un problème à ce niveau-là, que finalement il y a une dysbiose, ça va créer des problèmes, et notamment des problèmes de diminution de la capacité mnésique, des diminutions des capacités mentales, etc. et certaines maladies. Attention, j'ai bien dit à limiter. Je n'ai pas dit à proscrire. On est bien d'accord. À limiter, ça veut dire qu'il ne faut pas en consommer tous les jours, et il ne s'agit pas d'aller manger un hamburger ou deux tous les jours, ou des pizzas ou des produits comme ça tous les jours et de se gaver de ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se faire plaisir. Parce que honnêtement, avant de passer au reste,
petit conseil, c'est qu'un cerveau en bonne santé, en pleine forme et qui fonctionne correctement, c'est aussi un cerveau auquel on fait plaisir. Et si vous ne faites pas plaisir, ben vous allez perdre votre motivation parce que vous n'allez pas aimer. Et donc, ce qui compte aussi, c'est se faire plaisir. Donc, les fêtes arrivent, c'est aussi se faire plaisir, c'est aussi pouvoir ne pas se restreindre ni rien. Mais attention tout de même, c'est plutôt les personnes qui vont se suralimenter ou qui vont consommer que ce type de produit riche en graisse, saturé, riche en sucre raffiné, etc., avoir cet impact-là, où il va y avoir un impact négatif. Mais il ne s'agit pas de dire ce soir en sortant, si vous voulez manger un gâteau pendant les fêtes, mangez du chocolat. Pour les habitants du 7e, on a de très bons chocolatiers, n'est-ce pas, Fernanda? Je citerai notamment Aliéno et Rivoire, en plus c'est un peu sucré, voilà, c'est plutôt super bon. Et effectivement, pour les Ducasse, effectivement, vous allez dire faites-vous plaisir. Voilà, si vous êtes comme moi, vous les aimez les pralinés, bien gras, mais bien gras, pas du tout noir, pas du tout beau pour le cerveau finalement, c'est pas très grave, c'est les fêtes, on se fait plaisir parce que votre cerveau il a aussi besoin de ça pour bien fonctionner. Un cerveau en bonne santé, finalement, c'est un cerveau à qui on fait plaisir parce que effectivement, il faut en prendre soin. Vous prenez soin de votre corps, prenez soin de votre cerveau. Alors, finalement, quoi consommer en résumé? Ben voilà, vous avez à peu près ce que vous devriez consommer pour avoir une alimentation saine et équilibrée. Ben, rien de nouveau, hein. Rien de nouveau, le petit chat, j'allais vous dire comme l'appellent mes étudiants. Rien de nouveau. Légumes, produits complets, viande, poisson, fruits, oléagineux, légumineuses, en fait, une alimentation équilibrée. Ah, n'oubliez pas les épices, faut se faire plaisir. C'est important les épices. Alors pourquoi? Le curcuma, mémoire et apprentissage, ça a été prouvé, safran pareil. L'amande poivrée, ça augmente la vigilance. Le gingembre, la santé du microbiote, ça vient de sortir. 2023, il y a une étude menée sur le gingembre. Oui, je vous présenterai ça. C'est prévu. Safran, mémoire, etc. La sauge. Donc faites-vous plaisir parce qu'en plus, ces épices et ces herbes aromatiques vont permettre de parfumer vos repas, de les rendre meilleurs et en plus probablement d'éviter le sel. Parce que le problème, c'est parfois qu'on consomme trop salé, notamment dans nos pays occidentaux et notamment en France. Donc diminution du sel en mettant des épices, ça donne du coup à vos plats, ça prouve un plaisir et évidemment, vous allez avoir ce plaisir-là pour les consommer. Alors, quel régime recommandé? Le fameux régime méditerranéen. Effectivement, certains aliments, régime méditerranéen, il y a quoi? Les régimes méditerranéens, il y a quoi? Protecteurs, acides gras polyinsaturés, donc oméga 3, antioxydants, vitamines, etc. Donc on trouve tout ce qu'il faut dedans. Il y a vraiment des liens qui ont été montrés entre les consommateurs qui adhéraient, les personnes qui adhéraient à ce type de régime méditerranéen, et les personnes qui n'adhéraient pas, avec effectivement les performances cognitives. Les personnes qui consommaient effectivement ce type de régime voyaient leurs performances cognitives moins diminuées que les autres. Il y avait un retard dans l'entrée de la maladie d'Alzheimer parce qu'il y avait notamment une diminution de la formation des plaques amyloïdes. Donc là, je vous ai mis une petite pyramide. Finalement, c'est quoi? Peu de viande rouge, beaucoup plutôt de tout ce qui est huile, etc., antioxydants, huile d'olive, oléagineux, poisson, etc. Et plutôt peu de viande rouge par rapport à d'autres types de régimes. Le repas de fête que je peux vous proposer, écoutez, en entrée, on va se faire plaisir. Vous avez les crustacés, les huîtres, le saumon, la moutarde, pour ceux qui connaissent la moutarde, les œufs de poisson, etc. La fameuse dinde, avec effectivement, ou alors du poulet, de la pintade, ce que vous voulez, ou du chapon, de volaille, ça dépend ce que vous préférez. À choisir. Moi j'aime le chapon ou la pintade, peut-être préféré de la dinde, mais pourquoi pas. Avec des pommes de terre, pourquoi pas rajouter des marrons, pourquoi pas rajouter aussi des dattes, des pruneaux, si on aime un petit peu de sucré salé, parce que les dattes c'est aussi bon pour la santé. Le fameux plateau de fromage, il ne faut pas oublier nos produits laitiers, et puis effectivement des fruits et du chocolat noir, et éventuellement, bien évidemment, se faire plaisir avec les grands chocolatiers, des chocolats un peu plus caloriques, un petit peu moins bons peut-être pour le tryptophane, le magnésium et tout, parce que pas du chocolat noir à 70%, mais peu importe, après tout, c'est les fêtes, je vous l'ai dit, c'est un cerveau en bonne santé qu'il faut conserver. Alors, les idées recettes. Alors, on ne se moque pas de mes photos. Mon petit Romos que j'avais fait pour un ami quand il était venu. Une question avant les recettes. Les plaques amyloïdes, donc, est-ce que c'est
elles sont également responsables de la maladie de Parkinson, parce que c'est neurodégénératif comme Alzheimer. Alors non, Parkinson, c'est plutôt des corps de Lewy. D'accord. C'est pas tout à fait la même chose. Mais en fait, si tu veux, c'est kiff, même c'est kiff, c'est-à-dire c'est pas la même chose, mais c'est aussi un dépôt de choses anormales au niveau neuronal. D'accord. Donc effectivement, mon théromos que je fais effectivement moi-même, donc c'est la dernière fois ce que j'ai fait, donc pourquoi à ma façon, parce que effectivement, je ne suis pas libanaise, j'ai pas la main, donc j'avais mélangé pois chiche, ail, gousse d'ail, etc., la recette normale. Et évidemment, moi, je lui avais rajouté effectivement de la grenade, parce que j'adore la grenade, de la coriandre, tout ce qui est aussi, j'avais mis quoi dedans, du sésame blanc et du sésame noir, et j'avais peut-être dû rajouter aussi, que je n'ai pas marqué là, quelques graines de cumin. Donc comme quoi, voilà. Pour ceux du sud, comme moi de Nice, ça peut être de la soca ou des fruits de panis. Malheureusement, la seule fois où j'ai fait des fruits de panis, c'était une catastrophe, donc il n'y aura pas de souci. Feuilles de ricotta épinards. Je vous parlais tout à l'heure des épinards et de la ricotta. Là aussi, oui, c'est moi qui avais fait ça. Bon, c'est un peu laid, ils sont encore dans le plat. Mais là aussi, j'avais mis du citron, des pignons de pain, de pincées de piment et de poivre, etc. Parce que j'aime bien que ce soit épicé. Et du coup, voilà comment est-ce qu'on peut se faire plaisir. Ça peut être une idée d'apéro. Alors, c'est peut-être un petit peu calorique avec la thyroïde. Mais bon, il y a la ricotta pour la thyroïde, il y a les épinards pour tout ce qu'il faut. Donc finalement, c'est quelque chose, une possibilité de manger effectivement ce type d'aliment. Ça, c'était le filet de bœuf, voilà aussi, vous voyez, tout simple, viande, poivron avec épinards. Tout simple, finalement, voilà, sauf que j'avais assaisonné à ma manière et que finalement, ça se passait plutôt bien. Enfin, dans le vinaigre balsamique, donc forcément, j'en mets un petit peu partout. La dinde, je vous ai parlé de la dinde. Effectivement, moi, je suis plutôt escalope de dinde. Donc là aussi, c'était le goût. Je me suis dit, tiens, je vais rebooster ma tyrosine parce que je commence à frôler le burn-out, là. Entre tout le monde qui me demande de répondre, d'écrire des trucs, sur mes cours, les conférences, etc. Donc, je me suis dit, on va consommer de la dinde. Donc, je me suis acheté la dinde. Je l'ai fait avec des endives. C'est bon pour le microbiote, les endives, si je me souviens bien. Et je les ai assaisonnées. Et voilà ce que ça peut donner avec mon poivre, mes aliments, mes herbes aromatiques, etc. Évidemment, souvent, je mets des herbes aromatiques du maquis, parce que j'avoue que c'est des origines corses, donc évidemment, je ne peux pas ne pas les utiliser. Mon pavé de saumon avec mon saumon oméga 3. N'oubliez pas, vitamine D, riz complet, je vous disais aussi tout à l'heure, voilà, bon, il a un peu de sa tête, la photo, voilà. Bon, en fait, quand c'est dans le plat, c'est très beau, mais quand on le sert dans l'assiette, en fait, quand je le mets dans l'assiette, pouf, voilà, voilà. Donc là, ça a été pareil, j'ai fait cuire, effectivement, plutôt en papillote, arrosé de jus de citron, un peu d'huile d'olive, de thym, romarin, voilà, quelques pistils de safran, parce que le safran, c'est évidemment bon pour la mémoire. Donc, j'avais pu faire ceci. On ne les voit pas beaucoup, mes pistils, mais quand même. Et effectivement, ensuite, j'ai pu déguster. Donc, on voit qu'on peut consommer des aliments qui sont bons pour la santé tout en faisant plaisir, sans forcément avoir des choses qui sont totalement immondables chez soi. Et je ne suis pas la meilleure cuisinière, très certainement. Alors là, j'ai expliqué la recette à ma mère. Poivron mariné, c'est-à-dire qu'en fait, voilà, c'est important. Alors ça, c'est sympa parce qu'en fait, quand vous les faites cuire, qu'après vous les laissez, vous enlevez la peau et vous les remettez dans le plat avec un petit peu d'huile d'olive, etc., vous pouvez aussi les conserver. Moi, par exemple, j'en ai fait hier, j'en ai mangé hier soir, puis il y en aura pour demain. Et du coup, j'ai mis dans un Tupperware après. Donc j'avais laissé reposer une fois qu'ils étaient cuits. J'ai enlevé la peau. Tant bien que mal, parce que voilà, c'est pas toujours évident, mais quand ils sont bien cuits, ça part quand même assez facilement. C'est ça, ouais. J'avais fait, comme tu dis, Patricia, j'avais fait au four 40 minutes ou 45 minutes, je sais plus, ça dépend, je regarde. Ouais. Comme dit Patricia, au grill, je laisse refroidir, j'enlève la peau, j'enlève les graines, je mets dans un plat, un peu du citron, un peu d'huile d'olive, des herbes. Donc moi j'aime bien la coriandre, donc évidemment j'en ai un petit peu partout, mais on n'est pas obligé, on peut mettre autre chose. Et après je mets au frais et ça se mange froid. Donc c'est pratique et on peut en faire effectivement. Voilà, c'est des poivrons marinés qu'on trouve notamment dans la cuisine méditerranéenne. Et notamment aussi orientale quand on a au Liban. Pas tout, mais pas en tous les cas. Et du saumon fumé évidemment que vous avez vu. Donc mes filets de sole, parce que dans la sole aussi, avec des artichauts. Alors là, c'est pas moi qui les ai fait, les artichauts. J'ai acheté en fait des artichauts parce qu'effectivement, je ne sais pas faire cuire des artichauts, je ne veux pas savoir, c'est trop compliqué. Donc je prends tout fait. C'est pas bien, mais c'est pas grave. Mais effectivement, c'est bon pour la santé du microbiote aussi, les artichauts. On l'a vu aussi tout à l'heure pour d'autres choses.
Donc là, c'est pareil, tout simple, plaisir, et mes filets de sol, cuits à la plancha, avec là, j'avais dû mettre peut-être juste de l'huile d'olive, mais une fois j'avais mis un petit peu de beurre salé, pourquoi pas, parce que le beurre c'est aussi bon pour la santé, il ne faut pas non plus j'allais dire, être réfractaire au beurre. Le salé, je sais, c'est moins bien que le beurre doux, mais bon, ben voilà, c'est mon côté, je préfère le beurre salé. Donc une petite noisette de beurre avec les filets de sol revenus dedans, c'était parfait, il n'y en avait pas trop. Et finalement, c'était assez sain et j'avais tout ce qu'il fallait pour que mon cerveau fonctionne correctement. Salade méditerranéenne, donc à ma façon. Alors j'ai mis méditerranéenne parce que j'ai voulu faire une sorte de salade grecque, de salade je sais pas quoi. Donc j'ai tout mélangé, en fait je me suis fait plaisir. Là aussi c'était pareil, hein, c'était cuire mon quinoa, donc selon le temps indiqué, donc là, ou alors vous achetez les sachets là, que vous mettez dans les casseroles, c'est pareil, c'est moins bien, mais bon, quand on est pressé ou quand on a des enfants ou beaucoup de monde, pour ceux qui ont des enfants par exemple, moi j'avais reçu, donc je m'étais dit allez, ça me fait plaisir de venir jusqu'au bout. J'avais coupé mon concombre, dégorgé dans le sel évidemment pour pas qu'il rentre l'eau, parce que sinon la même fois j'ai pas fait, oups, elle a rendu l'eau dans la salade, donc c'était très imbibé d'eau, c'était pas bon. Ensuite je le sèche. Mes mini poivrons que j'avais coupés en dés, j'avais acheté des mini poivrons, mais vous pouvez en acheter les plus gros et les couper en petits dés. La vinaigrette, l'huile d'olive, vinaigre balsamique, menthe, la basilic, le poivre, le piment. Donc moi c'est les herbes que j'avais envie de mettre, mais il y a des tas de types d'herbes qu'on peut mettre, peu importe, c'est selon vos goûts, j'allais dire, vous pouvez mettre du persil, etc. Pas de souci. Et un mot que j'avais ajouté, donc dedans, je vous avais dit, j'ai dit concombre, poivron, quinoa, olive de Kalamata, feta et tomates cerises. Donc j'avais à peu près tout ce qu'il fallait et ça a été fait donc plaisir. J'avais fait ça pour plusieurs jours et notamment pour un ami que j'avais reçu à la maison qui était venu me voir. On l'avait fait, oui, effectivement, pour 10, mais c'est pas grave. Mais effectivement, voilà, c'est ça qu'on peut manger. Donc ça peut être sympa l'été, ça peut être sympa en apéro. Aussi, pour se faire plaisir, lorsqu'on reçoit du monde, c'est des recettes qui donnent tout ce qu'il faut à notre cerveau pour bien fonctionner et voilà, qui sont plutôt bonnes. En tous les cas, il ne s'en est pas plein. Il ne me les a pas jetés à la figure, Berset. Alors, effectivement, la caféine, on a le temps. Mais oui, on a le temps. Alors, la caféine, ce qui se passe, c'est qu'on parle beaucoup du café sur les performances cognitives, bon ou mauvais. Alors déjà, il faut savoir qu'on a eu beaucoup d'études qui ont montré que le café était neuroprotecteur contre certaines maladies. Oui, non, j'allais vous dire. C'est-à-dire qu'il y a des études qui vont dans ce sens-là. Il y a des études qui montrent que l'effet n'est pas si probant que ça. En tous les cas, il n'y a pas d'études qui montrent que c'est totalement négatif et qu'il ne faut pas le faire. Après, il y a toujours une dose de caféine à ne pas dépasser, parce qu'évidemment, si vous dépassez certaines doses de caféine, c'est mauvais pour la santé, ça peut être la confusion. Au-dessus de 1000 mg de caféine par jour, ça peut devenir, on est dans un état confusionnel. Donc il y a des doses à ne pas dépasser, mais j'allais dire c'est comme dans tout, hein, c'est pas non plus, voilà, il faut faire attention. En plus, ça a un impact sur le cœur, etc. Donc il faut y faire attention. En dehors de cet effet soi-disant neuroprotecteur, où finalement je ne saurais pas répondre parce qu'il y a des études qui vont dans ça, des études qui disent que finalement, pas forcément, en tous les cas, pas négatif, mais c'est pas probant. On sait que ce qui s'est passé, c'est que la caféine, effectivement, augmenterait quand même les performances cognitives. Donc du coup, il y a une étude qui a été menée, alors ça a été mené chez des militaires, notamment aux États-Unis. Ils ont montré quoi? Que le maintien des performances cognitives, malgré une privation de sommeil. Donc ils ont mis les gens en privation de sommeil. Ils ont donné des doses de caféine allant de 100 à 600 et ils ont regardé effectivement quel était l'impact de cette consommation de caféine. Pareil, ils ont vu qu'il y avait une augmentation de la vigilance, etc. Ça tombe bien, travailler devant un écran radar pendant 2 heures. Imaginez les voleurs aériens devant leur écran radar. S'il y a une diminution de leur attention, de leur performance cognitive devant le radar pendant qu'ils sont en train de passer, on leur demande eux d'être vigilants. Il n'est pas obligé de se passer quelque chose, mais s'il y a une perte de la vigilance, il peut y avoir un crash d'avion, 2 avions qui sont dedans parce qu'ils n'auraient pas vu. Voilà, la fatigue, ça peut conduire à ça. Donc là, ils ont remarqué qu'ils étaient beaucoup plus vigilants, malgré un travail rébarbatif et qui est endormant, parce que finalement, quand on essaye de fixer pendant plusieurs heures, je vous mets au défi de fixer pendant plusieurs heures votre écran d'ordinateur et de regarder ce qui peut se passer dessus, comme ça, au bout d'un moment, je pense que l'attention part ailleurs, etc., etc. Donc, on était plus vigilants. Pareil, ils ont fait ça chez les non-privés de sommeil, ils ont regardé les sites au simulateur de tir, donc ça tombe bien parce que ce sont des militaires, donc ils doivent s'entraîner, voir ce que ça donnait, parce que cette étude-là donnait de la caféine à ces militaires-là. Alors ils ne donnaient pas du café,
et donner la caféine, cette espèce de pâte à mâcher, enfin, sous forme de pâte, etc. Parce qu'évidemment, il fallait que ce soit optimal pour qu'ils puissent la consommer en conditions extrêmes, parce que bon, forcément, ils n'ont pas de cafetière quand ils sont ce qu'on appelle en opération extérieure. Hein. S'ils sont sur le terrain, ils n'ont pas forcément la cafetière à côté d'eux. Donc, simulateur de tir et amélioration. Et donc là, vous le voyez sur le graphique ici, c'est vraiment le graphique de l'étude, heure de surveillance. Hop, je vais vous mettre là, voilà, vous pouvez voir. Millisecondes en temps de réaction, c'est-à-dire le temps qu'ils mettaient. Plus le temps était faible, meilleur c'était, ça veut dire qu'ils étaient plus rapides pour répondre. Donc, effectivement, on voit avec caféine, vous voyez, c'est en violet, et sinon, sans rien, ou alors le groupe placebo, c'est-à-dire un produit qui a le même goût mais qui n'est pas la caféine, on voit que les performances, évidemment, ils mettent beaucoup plus de temps pour répondre. D'où le fait que la caféine aurait des améliorations sur nos performances cognitives et notamment sur la mémoire et sur notre vigilance au niveau attentionnel. Il y a plusieurs types d'attention, notamment la vigilance en fait partie. Alors ils ont fait pire, c'est-à-dire qu'ils ont pris des stagiaires. Alors les pauvres stagiaires, ils les ont malmenés. C'est-à-dire qu'ils les ont mis avec 3 nuits de privation de sommeil, conditions de froid extrême, physique extrême, enfin le truc improbable. Mais vraiment, enfin, le truc, j'allais dire, au haut niveau, certainement pour les tester, parce que le but était de savoir comment ils allaient réagir et les rendre performants si demain ils devaient se retrouver dans ces conditions. Donc 3 nuits de privation de sommeil, imaginez froid extrême, conditions de fatigue extrême, de géographique extrême, enfin la catastrophe au niveau, j'allais dire, des conditions expérimentales. Et ils ont ils ont donné 100, 200, 300 mg de caféine, soit un placebo. Et ils ont fait passer des tests cognitifs. Donc les tests cognitifs pour mesurer la vigilance visuelle, la vigilance, les temps de réaction décisionnelle, donc le temps qu'ils mettent pour prendre une décision et répondre. Donc plus ce temps-là est diminué, mieux c'est, ça veut dire qu'ils sont plus rapides pour répondre. La mémoire, la réduction de la fatigue et effectivement la somnolence. Ils se sont rendus compte que malgré ces conditions totalement défavorables, déplorables même pour la santé, presque inhumaines, enfin bon, je vais dire après tous des pauvres, c'était des militaires, donc je suppose qu'un jour ils étaient d'être soumis. C'était pour ça que ça a été fait, et c'était des vrais militaires, c'est-à-dire qu'ils ont, voilà, c'était des vrais stagiaires, donc forcément, conditions extrêmes, sachant qu'il y a quand même des unités extrêmes qui partent, etc. Ils ont remarqué, vous voyez que le nombre de tirs réussis augmentait avec le café. Donc placebo, c'était moyen. Vous voyez, dès 100 mg, ça augmente, et c'est dose dépendante, c'est-à-dire qu'à 300 mg, ils réussissent plus de tirs que s'ils ne prennent que 100 mg. Et là, pareil, les temps de réaction étaient relativement diminués, ce qui veut dire que la caféine améliorait effectivement ses performances cognitives, d'attention, de mémorisation, de prise de décision dans ce type de situation. Donc oui, la caféine va avoir un impact sur vos performances, mémoire, attention, etc. Vous voyez qu'il va jusqu'à 300 mg, mais ce qui est recommandé par jour, normalement, c'est 250 à 300 mg de caféine par jour, et éviter de consommer plus, parce qu'après, il peut avoir des effets secondaires au niveau de la caféine. Alors, je vous remercie pour votre attention. Juste deux choses à vous montrer quand même. Là, c'est petite dédicace à tous ceux qui sont venus me voir, mes étudiants, etc. Ce n'est pas exhaustif. Voilà. C'est la bibliographie, tout ce que j'ai lu et encore, je n'ai pas tout mis parce qu'évidemment ça ne rentrait pas et j'ai commencé à avoir la flemme de tout mettre. Parce que ça avait trop de slides après. Mais effectivement, dans son document, c'était pour sortir une phrase parce que je ne vous ai pas mis tous les résultats avec tous les chiffres, etc. Que d'habitude, j'aurais donné en conférence, soit auprès des étudiants, soit dans certains trucs. Mais évidemment, je vais dire, pour vous, ce n'était pas le cas de vous donner des chiffres puisque bon, c'est pas important. L'essentiel, c'est que vous sachiez comment ça peut impacter vos performances. Donc je suis là pour répondre à vos questions et si j'arrive, je vais vous montrer une recette qui m'a été donnée. Est-ce que c'est là? Avec un peu de chance, c'est ça. Voilà. Je ne sais pas si vous la voyez, mais c'est une étudiante de l'école où j'enseigne, Kilina Nado, qui est en 3e année, et qui fait des pancakes au flocon d'avoine. Alors je suis désolée, là ça ne rentre pas sur l'écran, mais effectivement c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça peut effectivement vous donner une solution de petit déjeuner aussi pour consommer des flocons d'avoine, ou pas petit déjeuner, le saumon fumé sur des blinis, c'est sympa, voilà, pancakes au flocon d'avoine, ou éventuellement à la farine complète. Donc voilà ce qu'on peut faire aussi pour quand même se faire plaisir et manger cette vie. Je vous remercie pour votre attention également.